Quand mon fils de 5 ans a disparu chez mon frère, il a appelé le 911 en criant. Elle l'a laissé avec moi et n'est jamais revenue, elle l'a abandonné. La police a lancé une alerte Amber. Puis mon neveu de 8 ans a dit « Papa, pourquoi mon cousin est-il dans la cabane? Tu as dit qu'on l'envoyait ailleurs, alors tante Linda a appris une leçon. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon frère Rodrigue a appelé le 911 en hurlant que j'avais abandonné mon fils de 5 ans chez lui. Moins d'une heure plus tard, une alerte Amber affichait mon visage sur tous les téléphones de l'État. Les voitures de police ont encerclé mon lieu de travail. Mes collègues me regardaient comme si j'étais un monstre. Mais pendant que la police me traquait, me traitant comme une mère indigne qui avait abandonné son enfant et pris la fuite, mon neveu de 8 ans, Colby, a murmuré ces mots qui ont tout changé. « Papa, pourquoi Mason est dans la cabane? » Je m'appelle Francine Porter. J'ai 32 ans, je suis mère célibataire et je travaille comme hygiéniste dentaire dans un cabinet familial du centre-ville. Chaque matin, depuis 2 ans, je suis la même routine. Me réveiller à 6 heures, préparer Mason, le déposer chez mon frère à 7h30 et arriver au travail à 8h15. Ce n'est pas glamour, mais ça fonctionne. Ou du moins, ça fonctionnait jusqu'à ce mardi où mon propre frère a décidé de me donner une leçon sur l'éducation des enfants. Mason est tout mon monde. Il a 5 ans, il est obsédé par les dinosaures et il a d'immenses yeux marrons qui voient tout. Il est silencieux avec les étrangers, mais il s'anime lorsqu'il parle de T-Rex et de Vélociraptor. Son père est parti quand Mason avait 2 ans, disant qu'il n'était pas prêt pour cette responsabilité. Ça m'allait. Mason et moi, nous nous sommes débrouillés ensemble. Nous formons une équipe. Mon frère Rodrigue a 6 ans de plus que moi. En grandissant, il était l'enfant prodige. Star du football, il a épousé sa petite amie du lycée, Darlene, et a lancé sa propre entreprise d'aménagement paysager. Le rêve américain, n'est-ce pas? Il a un fils, Colby, qui vient d'avoir 8 ans. Colby est un enfant adorable, il aime le football et les jeux vidéo, et il admire son père comme s'il était un dieu. Du moins, c'était le cas avant. Darlene est agente immobilière, une de ces femmes impeccables qui semblent toujours sortir d'un magazine, même à 7 heures du matin. Elle est en fait gentille une fois qu'on dépasse cette apparence parfaite. Elle gardait Mason avec Colby tout en travaillant de la maison, organisant les visites en fonction des routines des garçons. Cela semblait être l'arrangement parfait, une famille qui aide une autre famille. Mais quelque chose avait changé dernièrement. Des petites remarques de Rodrigue sur la façon dont j'élevais Mason. Les garçons doivent s'endurcir, Francine. Tu ne peux pas le materner éternellement. Ou, peut-être que s'il passait moins de temps avec ses livres sur les dinosaures et plus de temps dehors, il serait plus normal. Chaque commentaire était comme une petite coupure de papier, individuellement inoffensive, mais collectivement, ça commençait à piquer. Ce mardi matin-là, Mason était collant. Il avait enroulé ses bras autour de ma jambe lorsque nous sommes arrivés à la porte d'entrée de Rodrigue, son sac à dos de dinosaure traînant sur le porche. « Maman, je peux venir travailler avec toi ?» avait-il demandé. « Tu sais que tu ne peux pas, mon chéri, mais tu vas bien t'amuser avec Colby aujourd'hui. Tante Darlene a dit qu'elle ferait ces mini-pizzas que tu aimes pour le déjeuner. » Tonton Rod n'aime pas quand je parle de dinosaures, avait dit Mason doucement, et quelque chose dans sa voix m'avait serré la poitrine. « Est-ce que tonton Rod t'a dit quelque chose de méchant? » Mason avait haussé les épaules. Ce petit haussement d'épaule d'enfant qui veut dire « oui, mais je ne veux causer d'ennui à personne. » Je m'étais agenouillé pour le regarder dans les yeux. « Écoute-moi, Mason James Porter. Tu es parfait exactement comme tu es. Si tu veux parler de dinosaures toute la journée, fais-le. Ne laisse personne te faire sentir mal à propos de ce que tu aimes. D'accord ?» Il avait hoché la tête, m'offrant un petit sourire. « D'accord, maman. » Darlene avait alors ouvert la porte, le téléphone portable collé à l'oreille, faisant un geste d'excuse. « Urgence immobilière », disait son expression. Elle nous avait fait signe d'entrer et avait disparu dans son bureau. Rodrigue était dans la cuisine, les yeux fixés sur son ordinateur portable, une tasse de café fumante à côté de lui. « Salut, Rod », avais-je dit en aidant Mason à enlever sa veste. « Ouais, salut », avait-il marmonné sans lever les yeux. « Darlene a 3 visites aujourd'hui. Je travaille de la maison. Merci de le garder. Je sais que c'est beaucoup. » Il avait finalement levé les yeux, et quelque chose dans son regard semblait étrange. Trop brillant, peut-être trop intense. La famille est de la famille, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis toujours, non? J'avais acquiescé, bien que sa façon de le dire m'ait mise mal à l'aise.
J'avais embrassé Mason pour lui dire au revoir, lui avais dit que je le verrais à 16 heures, comme toujours, et j'étais parti travailler. Juste un mardi ordinaire. Sauf que ça ne l'était pas. Parce que pendant que je nettoyais des dents et que je discutais avec les patients, mon frère orchestrait quelque chose qui allait bouleverser mon monde. Tout ça parce qu'il pensait que je devais apprendre une leçon sur le fait de profiter de la famille, sur la mauvaise façon d'élever mon fils, sur le fait d'être le genre de mère qu'il ne pensait pas que je devais être. La vie de mère célibataire signifiait créer notre propre version de la normalité. Mason et moi vivions dans le même appartement de 2 chambres depuis 3 ans, les murs couverts de ces affiches de dinosaures et de mes tentatives pour en faire un foyer. Chaque matin commençait de la même manière. Mason entrait dans ma chambre à 6h15, tenant son tricératops en peluche et murmurant « Maman, c'est un jour de travail ou un jour à la maison ?» Les jours de travail signifiaient la maison de l'oncle Roderick. Les jours à la maison signifiaient des crêpes, des dessins animés et des visites à la bibliothèque. Ce mardi-là était un jour de travail. J'avais préparé à Mason son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés avec du fromage en forme de visage souriant, pendant qu'il était assis à notre petite table de cuisine, organisant ses dinosaures en plastique par période. La période jurassique a le plus de long cou, m'avait-il informé sérieusement, déplaçant son brachiosaure à côté de son diplodocus. Ah oui, avais-je demandé en versant du jus d'orange dans son gobelet préféré, celui avec le T-Rex dessus. C'est mademoiselle Patricia de la bibliothèque qui l'a dit. Elle m'a mis de côté un nouveau livre sur la période triasique. On pourra aller le chercher samedi ? Bien sûr qu'on peut, mon grand. C'était notre vie. Simple, structurée, sûre. Mason s'épanouissait dans la routine, et j'avais construit tout notre monde pour m'assurer qu'il ait cette stabilité. Mon travail au cabinet dentaire du docteur Brennan payait décemment, assez pour couvrir le loyer et les besoins de Mason, avec un petit extra pour ses livres et les sorties au musée. L'assurance maladie était bonne, et les horaires fonctionnaient parfaitement avec l'arrangement de garde de Roderick et Darlene. C'est du moins ce que je pensais. Avec le recul, les signes étaient là depuis des semaines. Roderick avait commencé à faire des commentaires lorsque je venais chercher Mason. Tu sais, Francine, la plupart des enfants de l'âge de Mason sont dans une vraie garderie avec des activités structurées, d'autres enfants avec qui socialiser. Ils socialisent avec Colby, avais-je fait remarquer. Colby a 3 ans de plus. Mason a besoin d'enfants de son âge. Des enfants qui peuvent lui apprendre à être, tu sais, normal. Ce mot, normal. Roderick l'utilisait beaucoup ces derniers temps. 2 semaines avant ce mardi, il y avait eu un incident. J'étais arrivé pour récupérer Mason et je l'avais trouvé en larmes dans le jardin. Roderick se tenait au-dessus de lui, un ballon de football à la main. Que s'est-il passé ? Avais-je demandé en courant vers Mason. Il faut qu'il apprenne à attraper un ballon, Francine. Il ne peut pas passer sa vie à avoir peur de tout. Il a 5 ans. Colby savait attraper à 4 ans. J'avais pris Mason dans mes bras, le sentant trembler contre moi. Tout le monde n'a pas à être athlétique, Rod. C'est de ça que je parle, avait-il dit en secouant la tête. Tu le couves. Pas de figure paternelle, pas de discipline, aucune incitation à s'améliorer. Tu le prépares à l'échec. J'étais parti sans un mot de plus ce jour-là, mais le commentaire m'était resté en tête. Est-ce que je faisais quelque chose de mal ? Mason était heureux, en bonne santé, intelligent. Il connaissait tous les noms de dinosaures dont je n'avais jamais entendu parler. Il pouvait vous dire ce qu'il mangeait et quand il vivait. Son enseignante de maternelle l'avait qualifié de surdoué. Mais Roderick donnait l'impression que quelque chose était cassé et devait être réparé. Darlene avait toujours été le tampon entre nous. Elle me prenait parfois à part pour me dire des choses comme « Ne fais pas attention à Rod. Il est juste stressé par le travail. Tu fais un excellent travail avec Mason. » Mais même elle avait commencé à suggérer des choses. Il y a une super petite équipe de baseball dans laquelle Colby joue. Peut-être que Mason aimerait ça. Ou, j'ai trouvé ce camp de science qui pourrait être parfait pour Mason. Ils font de la robotique au lieu des dinosaures. Mais le changement pourrait lui plaire. Le changement ? Comme si les dinosaures étaient quelque chose dont il devait se défaire en grandissant. Ce mardi matin-là, en allant au travail après avoir déposé Mason, j'avais en fait envisagé de chercher des programmes de garderie. Peut-être que Roderick avait raison. Peut-être que je freinais Mason en le gardant dans cette bulle familiale. La culpabilité de la maternité célibataire était constante. Cette petite voix lancinante qui disait « Tu n'es pas assez. Tu fais mal les choses. Il a besoin de plus que ce que tu peux lui donner. »
Le cabinet du docteur Brennan était mon échappatoire à ces pensées. Là-bas, j'étais bonne dans mon travail. Les patients me demandaient spécifiquement. Je savais ce que je faisais. Ma collègue, Gina, disait toujours que j'avais les mains les plus douces du cabinet, que je pouvais nettoyer les dents si soigneusement que les enfants s'endormaient sur le fauteuil. Tu es comme l'assistante préférée de la fée des dents, plaisantait-elle. Ce matin-là, j'avais des patients les uns après les autres à partir de 8h30. Madame Chen et toute sa famille, tous pour des nettoyages de routine. J'étais en train d'expliquer la bonne technique de fil dentaire à son fils adolescent quand tout a commencé à dérailler, quand mon téléphone, censé être en silencieux dans mon casier, s'est mis à sonner assez fort pour que tout le monde dans le bureau l'entende. À 11h47, mon téléphone a explosé de notifications. Le son a percé le bourdonnement habituel du cabinet dentaire, même s'il était censé être en silencieux dans mon casier. Notre réceptionniste, Gina, a fait irruption dans la salle de traitement où je terminais avec l'adolescent de Madame Chen. « Francine, tu dois appeler ton frère maintenant. » Il a appelé le bureau 4 fois. Mes mains sont devenues froides à l'intérieur de mes gants en latex. « Est-ce que Mason va bien ? » Je ne sais pas. Il n'arrête pas de demander à te parler. Il a l'air vraiment contrarié. J'ai arraché mes gants et mon masque, m'excusant auprès de mon patient en me précipitant vers la salle de pause. Mon téléphone affichait cet appel manqué. 3 de Roderick, 2 de Darlene, 2 de numéros inconnus. Mes doigts tremblaient en rappelant Roderick. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie et sa voix m'a frappé comme un coup physique. « Où diable es-tu ? » « Je suis au travail, Rod. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Mason est blessé ? » N'ose pas faire l'innocente. Tu l'as laissé ici. Tu as juste abandonné ton gamin et disparu. Quelle sorte de mère fait ça ? Mon esprit s'est vidé. De quoi parles-tu ? Je l'ai déposé ce matin comme d'habitude. Tu étais censé le récupérer à 9h. Il est presque midi. 3h, Francine. Ton fils te réclame depuis 3h. 9h ? Roderick, je ne le récupère jamais à 9h. C'est toujours 16h. Tu le sais. Arrête de mentir. Je l'ai ici dans mon calendrier. Tu m'as envoyé un texto hier disant que tu avais besoin qu'il soit récupéré à 9h pour un rendez-vous chez le dentiste. J'ai réorganisé tout mon emploi du temps. Je ne t'ai jamais envoyé un texto de ce genre. Vérifie ton téléphone. Je l'ai vérifié. Et tu sais quoi ? J'en ai marre de te couvrir. J'ai appelé la police. Ils doivent savoir quel genre de négligence se passe ici. La pièce a tourné. Tu as appelé la police ? Et comment ? L'abandon d'enfants est un crime, Francine. 3, 7, 6. Peut-être que ça va enfin te faire réaliser quel désastre tu es en tant que mère. Il a raccroché immédiatement. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Francine Porter ? La voix était professionnelle, sèche. Ici l'officier Wilmont du département de police. Nous avons besoin que vous veniez au poste immédiatement concernant votre fils, Mason. Mon fils va-t-il bien ? S'il vous plaît, dites-moi juste s'il va bien. Votre fils est en sécurité, madame. Il est à la résidence de votre frère, mais nous devons discuter de la situation. Votre frère a fait des allégations sérieuses d'abandon d'enfants. Je n'ai abandonné personne. Je suis au travail. Je suis ici depuis 8h15 ce matin. Madame, s'il vous plaît, venez simplement au poste. Nous avons émis une alerte pour votre sécurité et le bien-être de Mason. Nous devons résoudre cela immédiatement. Une alerte ? Ils avaient émis une alerte. Mon visage était probablement sur tous les téléphones de la ville en ce moment, étiqueté comme une mère qui avait abandonné son enfant. Le docteur Brennan est apparu à la porte, le visage grave. Francine, prends le reste de ta journée. Va régler ça. J'ai attrapé mon sac, mes clés. J'essayais de réfléchir malgré la panique. Gina m'a arrêté à la porte. Et, respire. Quoi que ce soit, nous te connaissons. Nous confirmerons que tu as été ici toute la matinée si nécessaire. Le trajet jusqu'au poste de police a été un flou. Chaque feu rouge semblait une éternité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos, certains de numéros que je ne reconnaissais pas. J'en ai regardé un feu rouge et mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait partagé mon profil Facebook dans un groupe communautaire avec la légende « C'est la mère qui a abandonné son enfant ». Partagé pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le hall du poste de police était chaotique. Roderick était là, le visage rouge et faisant les 100 pas, gesticulant sauvagement devant 2 officiers.
Quand il m'a vu, il m'a pointé du doigt comme si j'étais une criminelle qui l'avait traqué. La voilà enfin. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Darlene a dû annuler 3 visites. Mason n'arrête pas de pleurer. Tout ça parce que tu as décidé que tu avais besoin d'une journée de congé. Où est mon fils? J'ai gardé ma voix calme, bien que tout en moi voulait crier. Il est en sécurité, a dit l'officier Wilmont, s'interposant entre nous. Il est avec votre belle-sœur à la maison de votre frère. Je dois le voir tout de suite. D'abord, nous devons prendre votre déposition, a déclaré l'officier. Monsieur Porter a fait de graves allégations. Il dit que vous êtes de plus en plus erratique, que vous laissez souvent l'enfant pendant de longues périodes, qu'aujourd'hui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est insensé. Je dépose Mason tous les matins à 7h30 et je le récupère à 16h, chaque jour. Vérifiez auprès de mon travail. Vérifiez mon téléphone. Je n'ai rien à cacher. Roderick s'est approché. Elle ment. Elle fait ça tout le temps. Elle le largue et disparaît. J'en ai marre de cautionner sa négligence. Quelqu'un doit vérifier si ce garçon est même en sécurité avec elle. L'officier Wilmont nous a immédiatement séparés, me conduisant dans une petite salle d'interrogatoire pendant qu'un autre officier emmenait Roderick ailleurs. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que j'étalais tout sur la table en métal. Mon téléphone, mon horaire de travail, mes messages textes avec Roderick et Darlene remontant à des mois. Mes mains bougeaient avec une efficacité désespérée, construisant ma défense contre une accusation que je ne pouvais toujours pas entièrement comprendre. Regardez, dis-je à l'officier Wilmont en faisant défiler mes messages, chaque texto concernant les heures de récupération, toujours 16h, jamais 9h. Il n'y a rien ici à propos d'un rendez-vous aujourd'hui. L'officier étudia mon téléphone, son expression neutre. Votre frère nous a montré un texto sur son téléphone, indiquant une récupération à 9h pour un rendez-vous chez le dentiste. C'est impossible. Mason n'a même pas de rendez-vous chez le dentiste. Son dernier nettoyage remonte à 2 mois, et le prochain n'est pas avant janvier. Je peux appeler le cabinet du docteur Brennan dès maintenant pour le vérifier. Madame, ce qui me préoccupe davantage, c'est que votre frère a attendu près de midi pour nous appeler si la récupération était censée avoir lieu à 9h. Ce détail m'a frappé comme de l'eau froide. Vous avez raison. S'il pensait vraiment que j'avais abandonné Mason à 9h, pourquoi attendre 3 heures pour appeler à l'aide? L'officier Wilmont a pris une note. Nous allons devoir vérifier où vous vous trouviez ce matin. Appelez mon bureau. J'ai pointé à 8h13. Ma première patiente était à 8h30. Madame Chen et sa famille. J'ai eu des rendez-vous consécutifs toute la matinée. Gina à la réception peut tout confirmer. Pendant qu'il passait les appels, je suis restée assise là, essayant de reconstituer ce qui se passait. Roderick avait toujours été contrôlant, mais c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis une autre pensée m'a frappé, vive et terrible. Officier, où est Mason exactement en ce moment? Vous avez dit qu'il est en sécurité, mais où est-il spécifiquement? Votre belle-sœur a confirmé qu'il est à la maison. Elle est revenue de ses visites lorsque votre frère l'a appelé au sujet de la situation. Mais où dans la maison? Est-ce que quelqu'un est réellement avec lui? Quelqu'un peut-il vérifier physiquement qu'il l'a vu? L'officier a levé les yeux de son carnet. Suggérez-vous quelque chose? Je suggère que mon frère ment à propos de quelque chose et j'ai besoin de savoir que mon fils va vraiment bien. Pas seulement à la maison, mais vraiment en sécurité et pris en compte. L'officier Wilmont s'est levé. Nous allons vous emmener à la résidence de votre frère maintenant. L'officier Chen vous escortera. Le trajet a semblé durer des heures, mais n'a duré que 12 minutes. Chaque panneau d'arrêt était une agonie. Mon téléphone vibrait constamment de notifications que je ne pouvais me résoudre à lire. L'alerte Amber s'était propagée comme une traînée de poudre. Mon visage, la photo de Mason, nos noms marqués à travers le monde numérique comme enfant abandonné et mère négligente. Lorsque nous sommes arrivés chez Roderick, la Lexus blanche de Darlene était dans l'allée. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés, portant son blazer professionnel d'agent immobilier et une expression de fureur froide que je n'avais jamais vue auparavant. Ça a été toute une production, Francine, a-t-elle dit alors que je sortais de la voiture de police. Où est Mason? Je dois le voir tout de suite. Il est à l'intérieur en train de regarder des dessins animés avec Colby. Je l'ai dépassé. L'officier Wilmont me suivait de près. La télévision du salon diffusait une émission animée, mais seul Colby était assis sur le canapé. Pas de Mason. Où est-il?
Ma voix s'est brisée. Il était juste là, a dit Darlene, mais l'incertitude s'est glissée dans son ton. Colby, où est Mason? Colby a levé les yeux, son visage de 8 ans confus. Dans le coin punition. Quel coin punition? Ai-je demandé. Roderick est apparu de la cuisine, toujours dans sa performance de colère vertueuse. Il va bien. Il est dans sa chambre. Il avait besoin d'un peu de calme après tous ses pleurs. Montre-moi tout de suite. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit après ce que tu as fait aujourd'hui. L'officier Wilmont s'est avancé. Monsieur Porter, montrez-nous où se trouve l'enfant immédiatement. La mâchoire de Roderick s'est crispée, mais il nous a conduits dans le couloir jusqu'à la chambre de Colby. Il a ouvert la porte avec un grand geste. La pièce était vide. Juste les trophées de football et les affiches de jeux vidéo de Colby. Il a dû aller aux toilettes, a dit Roderick, mais de la sueur était apparue sur son front. Mason, ai-je appelé en parcourant la maison. Mason, mon bébé, c'est maman. Pas de réponse. Mason. Ma voix a résonné dans la maison. C'est alors que Colby est réapparu dans le couloir, tirant sur la manche de l'officier Wilmont. Il n'est pas dans la maison, a chuchoté le garçon. Papa l'a mis dans le coin punition spécial dans le jardin. Mais je ne suis pas censé le dire. Le sang a quitté le visage de Roderick. Colby, arrête d'inventer des histoires. Mais je courais déjà vers la porte arrière. L'officier Wilmont juste derrière moi. Le jardin s'étendait devant nous. Le matériel d'aménagement paysager de Roderick était éparpillé et là, au fond, se trouvait sa cabane de travail. J'ai couru vers la cabane, mes pieds glissant sur l'herbe mouillée. L'officier Wilmont a crié quelque chose derrière moi, mais tout ce que j'entendais, c'était les battements de mon propre cœur. La porte de la cabane avait un cadenas à l'extérieur, pendant ouvert, mais clairement utilisé récemment. J'ai tiré la porte si fort qu'elle a claqué contre le mur extérieur. Mason. Mason. Il était là. Mon fils de 5 ans était assis, blotti sur un pouf dans un coin. Son sac à dos de dinosaure serré contre sa poitrine, son visage strié de larmes séchées. Une tablette diffusant des dessins animés était posée contre le mur. Le volume était coupé. Des briques de jus vides jonchaient le sol autour de lui. Maman. Sa voix était si petite, si brisée, que quelque chose en moi s'est fracassé. Je suis tombé à genoux et je l'ai pris dans mes bras. Il tremblait, son petit corps froid malgré le chauffage d'appoint qui fonctionnait dans le coin. Je suis là, mon bébé. Maman est là. Tu es en sécurité maintenant. Tonton Rod a dit que tu m'avais oublié. Il a dit que tu ne voulais pas revenir. Jamais. Je ne t'oublierai jamais. Jamais. L'officier Wilmont est entré dans la cabane, son expression s'assombrissant en observant la scène. Le cadenas, l'endroit isolé, la zone de confinement improvisée déguisée en salle de jeu. Il a parlé dans sa radio, demandant des renforts. Roderick est apparu à la porte. Darlene et Colby derrière lui. Tout ça est complètement disproportionné. C'est un espace aménagé. Il y a du chauffage, des distractions, des collations. C'est pratiquement une salle de jeu. Avec un verrou à l'extérieur, a dit doucement l'officier Wilmont. Depuis combien de temps l'enfant était-il ici? Juste depuis ce matin. C'était censé donner une leçon de responsabilité à Francine. Depuis ce matin? La voix de Darlene s'est élevée. Tu m'as dit qu'il était dans la chambre de Colby. Tu as dit que Francine n'était pas venue. Je suis ici depuis 1 heure et tu n'as jamais dit qu'il était dans la cabane. Tu étais contrarié à cause de tes visites. Je ne voulais pas compliquer les choses. Compliquer les choses? Darlene le regarda comme si elle voyait un étranger. Tu as enfermé un enfant de 5 ans dans une cabane et tu as appelé la police pour dénoncer sa mère. Colby s'est mis à pleurer. Papa a dit que c'était un jeu. Il a dit qu'on apprenait à tante Francine à ne plus profiter de nous. Il m'a dit que Mason s'amusait dans le fort, mais Mason pleurait si fort et papa a monté le son de la télé pour qu'on ne l'entende pas. Le poids de tout cela s'est abattu. Ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise communication. C'était planifié, calculé. Roderick avait délibérément enfermé mon fils dans une cabane, appelé la police, créé de fausses preuves, tout cela pour prouver un point de vue malsain sur mon rôle de mère. Tu as traumatisé mon enfant, ai-je dit, me levant avec Mason toujours accroché à moi. Tu l'as enfermé dans une cabane et tu lui as dit que je l'avais abandonné. Il va bien. Regarde-le. Il n'est pas blessé. Pas blessé? Je pouvais à peine contenir ma rage. As-tu la moindre idée des dommages psychologiques que tu as causés?
Il pensait que je l'avais laissé. Il pensait que sa mère l'avait oublié. L'officier Wilmont s'est approché de Roderick. Monsieur Porter, je vous place en état d'arrestation pour fausse déclaration et mise en danger d'un enfant. C'est ridicule. C'est moi qui vous ai appelé. C'est elle le parent négligent. Elle le dépose ici tous les jours pendant qu'elle travaille. Elle s'attend à une garde d'enfants gratuite. Elle ne nous paie jamais rien. Quelqu'un devait lui montrer qu'elle ne peut pas simplement utiliser la famille comme ça. Alors, vous avez emprisonné un enfant de 5 ans? L'officier Wilmont a sorti des menottes. Tournez où, monsieur? Papa? La voix de Colby était petite, confuse. Tu vas en prison? Darlene a attiré Colby contre elle, couvrant ses yeux pendant que l'officier menottait Roderick. Ne regarde pas, mon bébé. C'est insensé, a crié Roderick alors qu'on l'emmenait. Je protégeais le gamin, je donnais une leçon à sa mère bonne à rien. Elle n'a pas de mari, pas de stabilité, elle a juste son petit boulot et prétend que ça suffit. Le garçon a besoin de discipline, de structure, pas d'une mère célibataire qui le couve avec ses bêtises de dinosaure. Ces mots ont résonné dans la cour alors qu'il le mettait dans la voiture de police. Des voisins s'étaient rassemblés le long de la clôture, téléphone sorti, enregistrant tout. La même communauté qui avait partagé mon visage en tant que mère négligente une heure auparavant était maintenant témoin de la vérité. Mason ne m'avait pas lâché une seule fois. Je l'ai porté à l'intérieur de la maison, l'officier Wilmont me suivant pour prendre nos dépositions. Darlene était assise à sa table de cuisine, le mascara coulant sur ses joues. Francine, je jure que je ne savais pas. Quand il m'a appelé, il a dit que tu n'étais pas venue. Il a dit que Mason regardait la télé dans la chambre de Colby. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait quelque chose comme ça. Combien de temps? Ai-je demandé doucement. Combien de temps mon bébé est-il resté dans cette cabane? Colby a répondu dans un murmure. Depuis après le petit déjeuner. Papa a dit que Mason avait besoin d'une punition pour avoir pleuré à cause de toi. Mais ensuite, il a commencé à passer tous ses appels téléphoniques et m'a dit de me taire ou j'aurais des ennuis aussi. 4 heures. Mon fils avait été enfermé dans une cabane pendant 4 heures pendant que Roderick jouait sa comédie élaborée de l'oncle inquiet. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de ma thérapeute pendant que Mason jouait avec ses dinosaures sur le tapis. Le docteur Martinez m'avait été recommandé par le coordinateur des services aux victimes de la police, spécialisé dans les traumatismes infantiles. Mason faisait des cauchemars, se réveillant en hurlant qu'il était enfermé dans le noir, même si la cabane avait été éclairée. La confiance, une fois brisée à un si jeune âge, ne guérit pas rapidement. Comment se déroule la procédure judiciaire? A demandé le docteur Martinez. Roderick a plaidé coupable pour un délit mineur, fausse déclaration et mise en danger d'autrui. 12-13, il a eu une probation, des cours de parentalité obligatoire et une ordonnance restrictive. 14-15, il ne peut pas s'approcher de Mason ou de moi pendant 2 ans. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? J'ai regardé Mason disposer soigneusement ses dinosaures en un cercle protecteur. En colère, il a traumatisé mon enfant et s'en est tiré avec une tape sur les doigts, mais aussi soulagé que ce soit fini. 16-17, le procès aurait été plus difficile pour Mason. L'alerte Amber avait été annulée en quelques heures, mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran ont circulé pendant des jours. Une mère locale abandonne son enfant, suivi immédiatement de rebondissements, l'oncle a enfermé le gamin dans une cabane. Mes collègues m'avaient soutenu, mais je sentais toujours le poids de ces jugements initiaux d'étrangers qui avaient été si prompts à m'étiqueter comme une mère indigne. Darlene a demandé le divorce le lendemain de l'arrestation de Roderick. Elle avait amené Colby la semaine dernière, la première fois depuis que tout était arrivé. Les garçons avaient joué ensemble pendant que nous étions assises sur mon petit balcon, buvant du café en silence avant qu'elle ne parle enfin. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués. La façon dont il critiquait ton éducation, son obsession pour le fait que Mason soit trop sensible, les commentaires sur les mères célibataires. J'ai trouvé des excuses pour tout ça. Ce n'était pas ta faute, Darlene. J'ai été complice par mon silence, cependant. Quand il disait ces choses sur toi et Mason, j'aurais dû le faire taire. Au lieu de ça, j'ai juste essayé de maintenir la paix. Elle avait raison. Mais je n'avais pas l'énergie pour cette conversation. Mon attention était concentrée sur Mason, sur l'aider à se sentir de nouveau en sécurité. La vraie conversation a eu lieu il y a 2 jours. Darlene avait appelé, demandant si elle pouvait apporter quelque chose. Elle est arrivée avec une boîte d'affaires de Mason de leur maison et une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé.
Chaque centime que nous avons économisé sur la garde d'enfants ces 2 dernières années. Roderick avait raison sur une chose. Nous ne t'avons jamais payé pour avoir gardé Colby tous ces matins avant l'école quand j'avais des visites tôt. C'était toujours la famille qui aidait la famille, mais ce n'était jamais équitable, n'est-ce pas? J'ai regardé le chèque. Darlene, je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux. Utilise-le pour la thérapie de Mason ou son fonds d'études ou emmène-le simplement voir de vrais os de dinosaures dans ce musée qu'il adore. Prends-le. Mason avait fait des progrès. Son enseignante a rapporté qu'il interagissait de nouveau avec ses camarades de classe, partageant ses connaissances sur les dinosaures avec son enthousiasme habituel. La semaine dernière, il avait fait une présentation sur l'ère mésozoïque qui avait captivé toute la classe de maternelle. Madame Porter avait écrit son enseignante dans un courriel, « La passion de Mason pour l'apprentissage est remarquable. Il enseigne aux autres enfants qu'il est normal d'aimer quelque chose profondément, d'être un expert dans ce qui vous apporte de la joie. C'est un cadeau. » J'avais imprimé ce courriel et le gardais dans mon portefeuille. Les jours sombres, lorsque le traumatisme semblait trop lourd, je le lisais et je me souvenais que mon fils était plus que ce qui lui était arrivé. La cabane se dressait toujours dans ce qui était maintenant le jardin de Darlene. Elle m'avait envoyé un texto la semaine dernière, on la démolit demain. Colby veut planter un jardin à la place. Quelque chose de vivant au lieu de quelque chose qui contenait de la peur. J'ai beaucoup pensé à ça. Quelque chose de vivant au lieu de quelque chose qui contenait de la peur. C'est ce que nous essayons de construire aussi, Mason et moi. De nouvelles routines qui semblaient sûres. Une nouvelle confiance dans un monde qui avait été brièvement bouleversé. « Maman », a dit Mason depuis le tapis, en tenant un brachiosaure. « Savais-tu que leur cou était si long qu'ils pouvaient manger dans des arbres aussi hauts que des bâtiments ?»« Je ne savais pas ça, mon bébé. Dis-m'en plus. » Et il l'a fait. Sa voix devenant plus forte à chaque fait, chaque détail sur ces créatures qui ont vécu il y a des millions d'années, mais qui, d'une manière ou d'une autre, donnaient à mon fils le sentiment d'être puissant dans le présent. Il guérissait. Nous guérissions tous les deux. Parfois, les personnes qui sont censées vous protéger deviennent le danger dont vous avez besoin de protection. Mais nous y avons survécu. Nous sommes toujours là, toujours ensemble, apprenant toujours sur les dinosaures et construisant notre propre genre de famille. Le genre où l'amour n'est pas assorti de conditions. Où les enfants sont célébrés pour ce qu'ils sont, et non modelés selon la vision de la normalité de quelqu'un d'autre. C'est notre victoire. Pas l'arrestation de Roderick ou le divorce ou les excuses. Notre victoire, c'est la voix de Mason qui reprend confiance, partageant ce qu'il aime sans crainte. Cela vaut tout. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre histoire, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Votre soutien aide ces conversations importantes à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de vrais survivants. Merci de votre écoute et rappelez-vous, faites confiance à votre instinct lorsque quelque chose ne va pas. Il a généralement raison.